Depuis près de 20 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines du Québec. Ces rencontres sont animées par des chercheurs et des chercheuses en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les autrices, et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sont consacrées aux acteurs et actrices du milieu littéraire de la Côte-Nord. Le cycle porte l'intitulé « Les écrits nord-côtiers ». La Côte-Nord, qui suit le fleuve Saint-Laurent au nord-est du Québec, est une immense région peuplée de différentes cultures. C'est le premier territoire vu par ceux et celles qui arrivaient d'Europe en Amérique. Lire les écrits nord-côtiers, c'est découvrir ce territoire, notamment par l'imaginaire de ceux et celles qui ont connu la côte, qui l'ont habitée, qui ont écrit à son sujet. Le premier épisode du cycle d'entretien est une rencontre entre deux générations et deux univers marqués par l'amitié et une profonde affection pour la culture Innu, l'Innu Aiton. Ce sera l'occasion d'échanger sur les littératures des premiers peuples, plus particulièrement sur la littérature Innu, mais aussi d'aborder les enjeux liés à l'écriture de soi et de l'autre dans un contexte colonial. Nous avons invité pour cette occasion Carole Labarre, autrice originaire de la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord. Par son écriture et sa poésie, elle cherche à partager l'immense beauté de sa culture et à donner la parole aux Innu, particulièrement aux aînés. En 2021, Carole a remporté le concours d'écriture des 11 nations des éditions Anénorak chez les Innu et a été lauréate de la première résidence d'écriture dédiée aux Premières Nations et Inuits organisée par la Maison de la littérature de Québec en collaboration avec Kwayatonk. En 2023, elle s'est méritée le prix littéraire Myriam Caron, remis pour la première fois à une Innu. Elle est également lauréate du prix canadien Voix autochtone 2023. L'Or des Mélèzes, publié en octobre 2022, est son premier roman. Cette rencontre est animée par Yang Ne Thiam. Enseignante de littérature au collégial, Yang Ne Thiam s'intéresse particulièrement aux enjeux liés aux minorités ethnoculturelles et aux premiers peuples. Détentrice d'une maîtrise en études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, elle est en voie de terminer un diplôme spécialisé en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial de l'Université Sherbrooke. Son expérience au collégial l'a menée jusqu'à Bécomo, sur la Côte-Nord, pour revenir à Montréal. Membre du comité éditorial de la Revue Littorale qui s'intéresse aux écrits nord-côtiers, elle partage maintenant son temps entre le nord et le sud du Québec. Elle-même issue de l'immigration, enfant de survivants du génocide des Khmers rouges, elle s'interroge sur la place de la littérature dans une dynamique de construction identitaire. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Carole, mais aussi de l'appeler Nichuan, mon amie. Quoi, Carole, miama? Quoi, mastemem. Mastemem, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais très, très bien. Ah, tu vois, Yvette ne serait pas fière de mes cours d'Innu. Yvette, si tu m'entends, je m'excuse. Je n'ai pas encore révisé. D'abord, Carole, merci de t'être déplacée à Montréal quand même pour l'enregistrement du balado. J'aime dire que tu es partie de cette île juste pour ça, juste pour moi. Non, c'est pas juste pour moi, mais juste pour l'enregistrement. Tu sais, pour certaines personnes, la Côte-Nord, c'est loin. C'est très, très loin. Pour avoir travaillé quelques années à Bécomo, moi, je trouve que la partie la plus longue et la plus plate, c'est Montréal-Québec. Ça te fait quoi de venir à Montréal, toi, à partir de cette île pour ça? Pour moi, la partie la plus plate, c'est entre Godbout, Baie-Trinité, puis Bécomo. Oui. Parce que, mais sinon, on est toujours près du fleuve. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le fleuve. Puis on compte s'installer au lac Saint-Jean. Donc, le fleuve Saint-Laurent, quand je vais vouloir le voir, il va falloir que je fasse une petite raide vers Tadoussac, c'est sûr et certain. Oh, tu viens de nous annoncer quelque chose, là. C'est un scoop.
Est-ce un scoop que tu te diriges vers le lac Saint-Jean? Non, ma fille reste là. J'ai Ah. 2 de mes enfants qui restent là, en fait, au lac Saint-Jean. Puis Vicky, ma plus vieille, elle, ça fait plus de 10 ans. Elle a eu ses 2 enfants là-bas. Puis on veut se rapprocher des enfants, mais aussi pour le climat. Puis on se le cachera pas, cette île, c'est loin. Puis quand on a besoin de quelque chose, ben il faut payer le prix fort, puis tout ça. Fait que on a très hâte là, que mon chum embarque dans sa retraite dorée, si on Ouais. peut dire. Mais toi, est-ce que tu vas continuer? Parce que là, je sais que tu travailles pour Tchakapèche aussi. Oui, oui. Est-ce que tu vas continuer à travailler pour Tchakapèche? Je l'espère. Ouais, Je c'est ça. l'espère que Mais avec la COVID qui est arrivée, puis le confinement, puis tout ça, on a commencé. Il a fallu faire du télétravail beaucoup. Puis là, à l'Institut de Sagabèche, actuellement, on offre beaucoup de services, puis on a besoin de plus de ressources. Donc, l'édifice où on travaille, il est petit. Oui. Donc, on est obligé d'agrandir par en dedans. On est 2 par bureau la plupart du temps. Donc, j'alterne télétravail en présentiel aussi, là, avec ma collègue de travail. Quand je suis en présentiel, elle est en télétravail. Donc, c'est un bel horaire de travail. Puis moi, de toute façon, c'est pas du service one-on-one que je donne. Là. C'est vraiment au niveau d'un système logiciel qui s'appelle GPI, là, Gestion pédagogique intégrée, qui... dans le fond, c'est le dossier informatisé des étudiants de toutes les écoles Innu, donc. C'est ça. Tu as déjà une première plongée dans le monde de l'éducation par ton travail. Et là, qu'est-ce que ça te fait de dire que ces mêmes étudiants, ces étudiantes-là vont potentiellement lire ton œuvre? Parce qu'on est aussi ici pour parler de ton dernier roman. Ton premier, en fait, mais qui est pas... Je pourrais nommer tous les prix qui a gagné. Et aussi, tu es en liste pour le prix des rendez-vous du premier roman. Ça a été annoncé, je pense, il y a 2 semaines. La semaine passée. La semaine passée. Ouais. Comment tu te sens par rapport à toute cette réception, avant même de plonger dans l'œuvre? Parce que je me rappelle que cette œuvre-là, elle t'habite depuis très, très longtemps, depuis aussi loin que je pense que je te connais. Ça remonte à... Ouais, en 2013, 14, C'est ça. 15. Oui, ben... ça me surprend toujours de recevoir ces prix-là parce que ce roman-là, je l'ai écrit petit à petit sur plusieurs années. Il y a même des années où j'écrivais pas du tout. Puis là, ça me tentait. J'allais faire un petit texte, un petit tableau. Puis je pouvais être 6 mois sans y retourner. Puis des fois, je pouvais être 3 jours à écrire. Puis tout ça, là. Mais en fait, ce roman-là, je l'ai écrit d'abord pour mes enfants, puis mes petits-enfants, pour qu'elles puissent le léguer à leur tour en disant « Hey, c'est Kougum qui a écrit ce roman-là. » Donc, finalement, ce qui est arrivé, j'ai débuté mon processus d'écriture, moi, en 2013, j'étais à une résidence d'écriture à Saint-Irénée, dans Charlevoix, au domaine, c'est le domaine Forget. Puis c'est un endroit de toute beauté. J'étais là avec d'autres amies écrivaines, si on peut dire. C'est Marie Fontaine, puis Mélissa Picard à Pessamit. Ah, Mélissa Picard, Oui, oui. ouais. Elle écrivait sur la crise d'Oka, mais je pense qu'elle n'a pas poursuivi là, pour diverses raisons. Même moi, un bout de temps, là, ça ne m'intéressait plus trop d'écrire. Puis, donc, après ça, je suis allée à cette résidence-là. J'ai débuté le roman Pijemousse, qui s'appelait Pijemousse à ce moment-là. Puis, on est resté là presque un mois avec Jean Sioui, qui a été mon maître d'écriture. C'est à cet endroit-là aussi où j'ai rencontré Joséphine Bacon. Puis, il y avait d'autres mentors aussi, dont Michel Noël, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Maurizio Gatti, qui était là aussi. J'avais d'ailleurs fait un texte dans le Littoral, la revue Le Littoral. Le numéro 10, je crois, c'est celui où Natacha Canapé est en couverture. Oui. Celui sur la littérature Innu, justement. Oui, c'est ça. Fait que j'avais été publiée là-dedans pour une première fois.
Puis, ce qui m'a donné le goût d'écrire, je suis vraiment une grande lectrice. Je peux pas dire que je suis une lectrice d'œuvres classiques. Moi, mon auteur préféré, c'est un Américain qui s'appelle Stephen King. Certains diraient que c'est un classique. Hein? Ah oui, moi, je l'aime beaucoup. Puis, au niveau québécois, j'aime beaucoup Michel Tremblay, Dany Laferrière. Mais je suis vraiment beaucoup là, dans le Stephen King. Un livre que j'ai déjà essayé de lire et que j'ai jamais été capable de terminer, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Marquez, qui s'appelle, je crois bien en tout cas. Je l'ai redéposé, attends, dans ma bibliothèque. C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de personnages dans le roman. Ah. Donc, puis ben, par la suite, c'est ça. Là, je me suis mis vraiment à écrire. Puis, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment... c'était à bâton rompu, si on peut dire. Puis, par la suite, c'est en 2021 vraiment que tout a débloqué. J'avais quand même plusieurs pages d'écrites. Puis, j'ai soumis mon texte au concours des 11 nations des éditions Anénorac. Puis j'ai gagné chez les Inuits. J'étais vraiment très contente, très surprise. Ça me surprend tout le temps. Puis j'étais vraiment ravie là, de ça parce que je me disais, OK, j'ai la reconnaissance de mes pairs autochtones. Puis c'était très important pour moi, ça, parce que ma famille lisait mes écrits, mais eux autres sont comme un peu biaisés. Donc, je suis rentrée... j'ai eu ce concours-là, puis par la suite, puis j'ai appliqué, moi, je suis tellement aide-moi. Attends, il y a trop de C puis trop de R. Ça, c'est les lettres qui me posent sur problème. Tu procrastines. Procrastine. Ça, c'est... je suis pas mal bonne là-dedans. J'ai soumis mon texte, c'était minuit moins quart, le soir. Puis, ça va. Ouais. Puis après ça, j'ai soumis ma candidature pour la première résidence d'écriture à Québec. Oui. Ça aussi, je l'ai soumis vers minuit moins quart, avant la date limite. Puis j'ai été choisie à cette résidence-là. C'était... j'ai tellement de beaux souvenirs de cet appartement-là, de l'ambiance que j'avais. J'avais choisi Joséphine comme mentor, mais Joséphine n'avait pas pu être présente. Mm-hmm. Puis il y avait Laure Morali, donc avec Laure aussi, j'ai beaucoup d'atomes crochus, puis tout ça. Fait qu'elle, elle m'a beaucoup aidée, puis elle lit tellement bien, sa petite voix douce. Là, je me souviens d'un matin où on a tout étalé mes feuilles sur le plancher, puis qu'on a tout monté le roman. C'était incroyable. Pour moi, il prenait vie. Mon roman prenait vie. Puis elle m'a demandé, elle dit, Carole, elle dit, y a-tu quelque chose, y a-tu un souvenir qui te tient particulièrement à cœur? Un endroit ou une chose pour le titre de ton roman? Oui. Parce que moi, je l'aurais appelé Pijumous ou Mémoire ancestrale. Puis là, tout de suite, j'ai dit, c'est l'art des mélèzes. Parce que j'étais au chalet de ma fille, au lac Saint-Jean. Puis, il était très tôt le matin, j'avais mon café. Je buvais mon café au bout du quai, puis le soleil s'est levé comme sur l'art des mélèzes. Oh, c'était beau. C'était de toute beauté, c'était magnifique. Puis, on est allé tout de suite à la bibliothèque à côté de la Maison de la littérature pour vérifier s'il n'y avait pas un roman qui s'appelait comme ça, l'art des mélèzes. Ouais. En fait, il n'y a personne qui a eu cette image-là dont tu as pu choisir ce titre-là. Je suis très contente. Quand tu en parlais au début, c'était effectivement Pihimous. En fait, Pihimous, c'est ton personnage principal. De quoi ça parle, lors des mélèzes? Parce que moi j'ai toute cette espèce de contexte. Je te connais, tu m'en as parlé, je sais que tu as fait cette résidence. Mais de quoi ça parle? Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré, ce personnage-là aussi, qui finalement est une aînée de Pessamit, si on comprend bien? La première fois que Pijumous s'est présenté à moi, ça a été... tout de suite, j'ai pondu ce tableau-là
en dedans de 5 minutes, là. Puis j'ai presque pas fait de changement avec ce texte-là. C'est quoi le titre? Tu l'as-tu, là? Ben là, juste pour être Le certaine. Queen Ma, je pense. Ça se peut-tu? La chaise berçante. Elle était assise dans sa chaise berçante. Elle se berçait. Il y avait un couinement de la chaise qui faisait du bruit. Puis elle faisait claquer ses nouvelles dents qu'elle avait eues. Elle a eu des dents dentier. Puis elle était tellement contente de ne plus avoir à suçoter des bonbons qui n'en finissent plus de fondre. Oui, c'est vrai, j'ai bien... Attends, je vais le retrouver parce que j'aimerais ça que tu Je nous pense le qu'il était au lises. début. Maintenant que tu en as parlé, il faut que je le retrouve. C'est ce texte-là qui a vraiment débuté. C'est elle qui est arrivée. Pyjamous. Au début, elle s'appelait Ernestine. Puis là, elle disait, mais mon véritable nom est Pyjamous. C'est le nom que mon père m'a donné à ma naissance. Mais je l'ai enlevé, ça. Pourquoi? Je me suis dit que Pyjamous, c'est correct de même. Puis quand j'écrivais sur Pyjamous, on dirait, je pensais à Joséphine. Je sais pas pourquoi je pensais à Joséphine. Parce qu'au début, je me disais, mon livre, ça pourrait, à la limite, être joué dans une pièce de théâtre. Puis je pensais qui pourrait faire Pyjamous, puis tu sais bien que c'est tout de suite Joséphine que je voyais faire la narration de ça. Mais peut-être qu'éventuellement, je vais avoir de belles surprises. Mais oui, ça pourrait être très bien transformé en pièce de théâtre. Ah oui, oui. J'ai trouvé le chef-d'œuvre. Oui, tu peux le lire, si tu veux. Je vais te laisser le lire. Ah oui, c'est le chef-d'œuvre. Le couinement de ma chaise, roulé roulant sur le prélat vert pomme de la cuisine, égrène le temps. Je me berce inlassablement depuis 1 heure dans ma vieille chaise rouge en faisant claquer mes nouvelles dents. Un sourire nouveau et des dents plus que blanches. Je suis certaine que Sophie en sera malade de jalousie. Je revois la dentiste Fournier sortir mon dentier flambant neuf de sa boîte, un chef-d'œuvre dans un écrin de papier. Et moi, je ne pense qu'au castor. Je vais enfin pouvoir mastiquer sa viande comme avant et non plus la suçoter comme un bonbon qui n'en finit plus de fondre. Ma fille, Thérèse, et Lionel, son mari, se lèveront bientôt. De leur chambre, des marmonnements se font entendre. Un doute m'assaille tout à coup. Est-il inconvenant d'avoir des dents aussi blanches à mon âge? Tu sais, c'est comme les aînés quand tu les vois avec leurs dents flambant neuves, là. Oui, c'est vraiment un portrait à la fois ancré dans l'humour, mais dans la beauté aussi du personnage, parce que on sent que Pyjamous, elle a une histoire qui est très riche, mais qu'elle a aussi un regard qui est porté vers l'avenir, qui est tout aussi rempli d'espoir. C'est ça qui est intéressant. Mais raconte-moi de quoi ça parle lors des malaises. Ça, c'est le premier texte. Ça, c'était ton premier texte. Le premier texte. Le début du roman, c'était celui-là. Puis par la suite, il y a Sophie qui est arrivée, sa meilleure amie, qui est un peu plus coquette. Elle est très coquette. Ouais. Puis Mathias, au début, c'est un personnage vraiment anecdotique, là. C'est le gars qui se promène avec son sac de poubelle et ramasse les bouteilles vides. Moi, j'aime ça, parler de mes personnages comme si c'était eux qui s'étaient présentés à moi. Et pas comme si c'était moi qui les avais créés. Okay. Puis Mathias, lui, il a pris vie de plus en plus, puis on dirait qu'il devenait comme l'image de ce qui va pas dans les communautés. Oui. Puis sans lui faire prendre de drogue, puis tout ça, puis juste l'alcool, c'était suffisant pour moi, là, de le faire qu'il vive comme ça. Puis il est devenu le fils de Sophie. Oui.
Puis Sophie, c'est la meilleure amie, comme on dit. Puis le temps et des événements, certains les ont séparés. C'est vraiment des amis d'enfance. D'ailleurs, dans le deuxième roman, Neige, j'ai vraiment l'intention de développer la psychologie des personnages. Oui. D'y aller plus à fond encore. Qu'est-ce qu'ils pensent? Puis parce que ce deuxième roman-là, ça va vraiment être le point à cette histoire-là, des choses que je n'ai pas dites dans le premier roman. Parce qu'au début, on finit notre roman, on a tellement hâte de le soumettre. Parce que ce roman-là, il aurait pu vivre encore un autre 10 ans dans le fond de mes tiroirs. Oui, voilà. C'est ça. Donc, puis, c'est ça. Ça raconte, c'est l'histoire de Pijumos qui est né en forêt, dans le Naudimet, en 1942. On voit, au début du roman, on voit c'est sa mère et son père qui s'apprêtent à joindre le campement pour que Adèle puisse aller accoucher de Pijumos. Donc, c'est là que ça commence. Puis, je fais tout le temps du coq à l'âne, là, des sauts de coq à l'âne, parce que je retourne dans le passé et je me ramène dans l'avenir. Mais c'est ça la beauté, en fait, une des beautés, parce que je ne veux pas dire la beauté, il y en a assurément plus qu'une, de ton roman, c'est-à-dire c'est ces espèces de portraits-là qui, au départ, semblent un peu individuels, et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est tous les liens qui sont tissés. Et je me rappelle, j'ai fait une petite, tu le vois pas, là, je te le montre, là, je me suis fait une petite cartographie, là, je fais, OK, Mathias, c'est telle personne par rapport à 6, parce que c'est au fur et à mesure qu'on découvre ces liens-là, ça a été... Et là, j'en apprends plus sur ton processus, que ça a été construit de manière complètement... désordonnée. Désordonnée, c'est ça. Ça n'était pas pensé tout de suite. Au final, c'était là, c'est juste que tu as remanié le tout, c'est ça? Oui, j'ai remanié le tout. Puis c'est difficile de travailler comme ça, du passé au présent. Il faut vraiment tout le temps trouver le bon mot pour ramener le lecteur au moment, soit au passé, soit au présent. Mais avec Mémoire d'Encrier, ils m'ont vraiment beaucoup aidé, puis beaucoup encouragé à faire ces transitions-là. Mm-hmm. Puis, j'ai déjà eu un commentaire que la femme avait beaucoup aimé le roman, mais qu'elle avait eu de la difficulté avec les transitions de temps. Donc, ça, c'est sûr, je le prends. Il n'y a pas rien de méchant là-dedans. C'est une critique qui est vraiment positive. Une critique constructive, plutôt. Oui, puis ça fait partie de ton processus aussi de création. Tantôt, tu parlais du personnage de Mathias qui, au départ, était presque anecdotique, qui finalement prend une place assez importante dans ton œuvre. Et la première fois que tu le présentes, et c'est ce que j'adore aussi de ton roman, c'est les descriptions. C'est-à-dire qu'on est dans une beauté que tu décris. Et là, je vais me permettre de citer Mélissa Molène-Dupuis au micro de Kwekwe, qui a dit de ton roman: « Le roman a fait résonner des images, car je pense qu'en tant qu'Innu, d'une communauté à l'autre, on a tous et toutes ces images-là. C'est certain que c'est un petit bijou que je ferai lire à mes enfants un jour. » Okay, je trouve ça merveilleux de lire cette citation-là à voix haute et de faire le lien avec ce que tu disais auparavant. Tu as écrit d'abord et avant tout pour tes enfants, tes petits-enfants. C'est cette idée de transmettre pour quelqu'un qui clairement a été reçu aussi. Notamment, tantôt, tu disais que c'est différent de recevoir cette espèce de validation-là, mais de la part de des gens des communautés. Donc ici, c'est très beau, le fait que le roman fait résonner des images. Mais moi, j'aimerais lire, si tu me laisses lire, avec ma voix rauque de fin de grippe. La première fois que tu nous parles du chasseur, en fait, c'est parce que tu le nommes le chasseur Mathias. Dehors, sur la rue à Chigny à Pessamit, un chien jappe nerveusement. Un second, plus petit, l'air névrosé, joint ses hurlements au premier. Un chien édenté monte la garde sur la galerie d'une maison de briques. Mathias, la tête coiffée d'une vieille casquette des Nordiques, déambule au milieu de la rue. Sur son dos, un vieux sac de poubelle noir de taille jumbo. L'œil aux aguets, comme un chasseur, il scrute la rue pour y déceler la moindre étincelle de verre ou d'aluminium dans la lumière matinale. Il se penche pour ramasser une canette. Cling, clang, il la balance dans son sac, se frotte les reins un long moment, ajuste sa vieille calotte,
puis reprend son chemin en répétant le même manège quelques pas plus loin. Le chien, vexé d'être dédaigné, se tait. Les oreilles basses, il tourne sur lui-même 3 fois, s'écrase par terre, puis lèche les joyaux de sa précieuse couronne. Demain, vendredi, c'est jour de ration. D'autres appellent ça l'aide sociale, mais pour Mathias, ça reste la ration. Les canettes vides, c'est pour acheter ses 6 packs de bière au dépanneur. Demain, ce sera une caisse de 24 et une bouteille de vodka. Il en rote d'anticipation. Tu dis que c'est les personnages qui viennent à toi. Comment est-ce que tu as construit Mathias? Parce que Mathias évolue énormément tout au long du texte. Oui, Mathias, on retrouve plusieurs versions de Mathias dans les communautés. Puis ça, c'est une image d'un gars avec un sac de poubelle que j'ai déjà vu. Puis que ça m'avait frappée. Puis moi, j'ai vécu à Pessamit. Puis ma mère, c'était une femme des années 70. Puis ma mère, c'est une alcoolique. Elle était alcoolique finie, puis tout ça. Puis j'y ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, est-ce que j'ai transposé ma mère là-dedans, mais en lui donnant un visage d'homme? Puis ça, j'ai fait beaucoup d'introspection là-dessus. C'est sûr que moi, je partage des souvenirs, c'est des images que j'ai vues. Puis je me suis dit, non, c'est pas maman, c'est juste quelque chose que tu as déjà vu dans la communauté. Puis que c'est vraiment pas maman, ta mère dont tu parles dans le roman. Donc, l'alcoolisme, je pense que c'est une maladie qui est quand même récurrente là, chez certaines générations. Puis, c'est ça, Mathias, moi, il est arrivé, puis il ramasse des canettes, mais il devient le fils de Sophie. Puis, Mathias va tout faire pour s'en sauver quand même. C'est comme mon roman, je me rends compte qu'on dirait que c'est un vœu de guérison, si on peut, là. Puis c'est peut-être pour ça, parce que moi, j'ai pas analysé mon roman, je vais laisser ça à d'autres. Ça au prof. Je vais laisser ça au prof. Mais je me rends compte qu'on dirait qu'en faisant le lien entre le passé et le présent, il y a peut-être le moyen de trouver le point de départ pour une guérison. Oui. Puis le Nudsimit, c'est vraiment là que les Inuits doivent aller pour se guérir. Parce que c'est vraiment le retour aux sources, de toucher à la terre, de l'entendre nous parler. Quand on est en forêt, c'est toujours une guérison, un baume sur le cœur. C'est ça, parce que, en fait, le portrait qui a été dressé de Mathias, c'est un portrait un peu plus désolant, si on veut, au départ, mais comme tu dis, à travers le contact au Nudsimit, on sent qu'il change. Et j'ai beaucoup aimé une expression que tu as utilisée il y a quelques moments. Il devient ou il redevient le fils à Sophie. C'est-à-dire qu'il redevient un fils, il redevient un père aussi. Il y a toutes ces relations-là qu'il retravaille au fur et à mesure ou qui reviennent à lui, si on veut. Oui, ça, tu parles du poème à la fin, là, hein? Je vais te laisser nous le lire. C'est Lettre de Mathias à son père, qui est d'ailleurs dans la vidéo de la Fabrique culturelle. Oui. Ouais. Nuta, à l'ombre de ta lumière, je naquis. Je marche dans les pas de ceux qui ont marché avant moi, des sentiers creusés, tracés par les origines. Je marche les pas anciens, mes pieds chaussés par l'esprit d'Attic, ma tête protégée par celle de Megan, mes mains réchauffées par un mishk. Leur cœur battant le Tewagan à grand souffle, je marche les pas anciens. Dans la rafale soudaine, Nudsimit me murmure que je suis son enfant, son bien-aimé. Je ne suis pas seule, ni la nuit, ni le jour, ni jamais. Je marche les pas anciens. Je m'affranchis de ce que j'étais. Je deviens celui que j'étais. Les sentiers nomades, partages ancestraux. Je marche les pas anciens. Tsagabesh est mon guide. Papakassik est mon maître. Sur le Tewagan de mon peuple,
je marche de la longue marche. L'on chantera désormais mon nom sur la peau sacrée du caribou. J'ai marché les pas anciens. Tu vois, ça, ce texte-là, je l'avais écrit quand que la marche du docteur Volant elle a commencé, Stanley Volant, il a commencé une marche, mon Dieu, je pense que c'était en 2015, puis qu'il avait créé une espèce de petit site web où on pouvait écrire, puis tout ça, puis je leur avais envoyé ce texte-là en espérant qu'ils prennent comme une espèce de slogan ou quelque chose de même. Ils l'ont pas fait que moi, de toute façon, j'avais mon texte, puis j'ai décidé de le mettre là, parce que je trouve que vraiment, ça s'appliquait à Mathias. C'est un texte que Mathias, qui était destiné à Mathias, puis c'est là qu'il sort là, de sa fameuse guérison. Oui. Donc, Pijumousse, elle est entourée de personnages qui gravitent autour d'elle. Il y a Sophie, sa meilleure amie, Mathias, qui est le fils de Sophie. Il y a son frère Chouchep, Pijumousse, qui est veuf. Puis, il y a Adèle, la jeune Adèle, qui est la fille de Mathias, donc conséquemment la petite fille de Sophie. Puis, il y a Thérèse, la fille de Pijumousse, avec Lionel, son gendre, que lui, j'ai surnommé l'homme pète. Oui. L'homme pète, c'est il y a comme une petite légende là-dessus. Là. Je l'ai lu en diagonale, là, mais j'ai beaucoup aimé l'homme pète. Je trouvais ça vraiment particulier. Est-ce que tu peux nous parler de cette légende? Ben ça, c'est Daniel Clément, hein, le bestiaire Inou, là, 1 et 2. Là. Je puise beaucoup là-dedans aussi pour des petites anecdotes que les animaux sont reconnus à faire là, chez les Inuits. Oui. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est de référence pour moi. Oui, mais parce que c'est ça qui est aussi très merveilleux dans ton œuvre, c'est-à-dire que des fois, on a des petites plongées, une petite immersion dans le territoire ou dans les traditions, dans la culture Innu. J'ai trouvé ça merveilleux. Je me rappelle du chapitre ou du fragment où, finalement, ce sont des enfants qui se font raconter la légende de Jacabèche. Ouais. Et moi, je suis allée chercher après. Je me dis, oui, la légende de Jacabèche, je l'ai entendue narrée par Joséphine Bacon, mais là, il y a toutes ces versions-là. C'est merveilleux aussi parce que est-ce que tu vois que tu as un rôle d'éducation aussi par rapport à ta culture, à ton identité et nous, parce qu'après ça nous amène à toute la question aussi de la catégorisation en l'œuvre, de toi comme autrice aussi, de ton rapport à tout ça. En France, il y a une critique littéraire qui avait dit que Carole Labarthe dit écrire le livre de la nature. Non, c'est pas, j'ai jamais dit ça. Non, je pense pas t'avoir déjà entendu dire ça. Non, j'ai jamais dit ça. Mais j'aime raconter les souvenirs pour raconter, pour que les gens sachent, même les jeunes, que c'est de même que ça se passait, même si c'est vraiment un survol dans les années 50, puis tout ça. Puis j'ai vraiment voulu donner vie à des choses que j'ai vues, comme les vieilles qui regardent le Makoucham, puis tout ça, puis que... On les imagine. Ouais, la croix sur leurs seins aplatis, puis... Ouais, j'aime ça. Peut-être une espèce de transmission, si tu veux, de la culture. Oui. Peut-être que les gens des communautés, nous, c'est sûr qu'ils se reconnaissent là-dedans, là. Mais j'aimerais ça encore plus développer ça des souvenirs, des beaux souvenirs pour... même si on a plusieurs photos. Des fois, je regarde une photo pour m'inspirer. Puis là, je m'imagine toutes sortes d'affaires. C'est comme
le cordage, là, quand on fait du portage, on met un cordage ici, une plaque de bois en bouleau Sur le front? sur le front, Uh-huh. puis là, on attache la corde là. OK. Ça, mon grand-père, il y en avait un. Malheureusement, tout a été perdu à force de déménager, Ouais. puis tout ça. On avait même son couteau croche. Puis ça, je voulais écrire là-dessus. Ouais. Je voulais écrire là-dessus. Je voulais écrire sur le couteau croche, sur notre Théoïgane, sur des éléments qui sont très importants dans notre culture. Puis je voulais vraiment faire quelque chose de beau, d'écrire quelque chose de beau pour honorer ces objets-là ou ces entités-là, parce qu'on a plusieurs entités que d'ailleurs, je vais parler dans le second roman, là. Eux, ils s'appellent les Memegwehut. Puis c'est des entités toutes minces qui vivent dans des rochers, puis ils rentrent dans les rochers. OK. Ça fait un peu UFO Aliens, Oui, là. oui. Ben, c'est ça. Mais il faut vraiment que je fouille là-dedans. Mais OK. moi, depuis que je suis jeune, que j'entends les Memegwehut, qu'est-ce qu'ils sont, puis tout ça. Puis c'est la définition qu'on m'a donnée, la description. Oh, wow. Fait que ça, je veux vraiment y aller plus en profondeur encore. Par rapport à ton roman, à ton deuxième, parce que je sais que je sens que tu y travailles déjà aussi. Est-ce que tu mentionnais tantôt que tu voulais développer encore les personnages? Est-ce que tous les personnages de L'Or des Mélèzes reviendraient? Je sais que tu finis L'Or des Mélèzes en ouvrant la porte vers quelque chose d'assez sombre, on suppose. Si je me trompe pas, c'est Thérèse qui vient voir sa mère, qui termine finalement en disant « Neka, je dois te raconter ». Et je pense que c'est un des seuls moments dans ton roman où j'ai senti que là, quelque chose de grave arrivait. Parce que même si tu décrivais des événements plus difficiles, notamment la perte de Xavier, on sentait toujours que tu y trouvais une beauté. Une beauté, mais là, avec cette fin-là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Ben, le prochain roman va porter beaucoup, comme tu dis, avec les mêmes personnages parce que je pense qu'ils n'ont pas tout dit, puis que je veux vraiment développer leur psychologie, là, tout en continuant quand même à être une écriture descriptive, sensorielle, puis tout ça. Je vais amener les lecteurs dans les couloirs du pensionnat. Oui. Je ne sais pas si ça va être dans le pensionnat de Wahat ou si vraiment de Maluthénam ou si vraiment je vais créer un pensionnat fictif. Je pense que c'est ça, c'est ce que je vais faire, là. Puis je veux pas non plus, puis moi, ça va aller quelque temps au pensionnat. Pas longtemps. Après ça, c'est Thérèse, sa fille, qui va y aller. J'ai vraiment l'intention d'aborder les pensionnats, puis tout ça, puis ça va être une écriture qui est difficile parce que j'ai déjà commencé quelques textes qui se passent au pensionnat, puis même si c'est juste un petit tableau, c'est très percutant là, comme image, puis je veux pas tomber non plus dans la description grotesque de ce qui peut arriver, là. Ça va vraiment être subtil, lire entre les lignes, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis je veux pas aller rouvrir des blessures non plus. On le sait toutes, les survivants des pensionnats ont témoigné, puis tout ça. Puis il y a des témoignages qui sont quand même publics, puis ou qu'on a entendus. C'est pas ce que je veux faire du tout, là. Moi, je veux... je dis souvent qu'on trouve de la beauté même dans la laideur. Oui, voilà. Puis je veux sublimer l'expérience des pensionnats, l'amener à un autre niveau, un niveau supérieur, pour démontrer que même si ça a brisé quelque chose
de très important pour nous, comme la langue, l'estime de soi, la valeur d'être. Je trouve que on peut ramener ça comme une espèce de succion que tu fais avec un jaune d'œuf, là. Tu ramènes ça en le respirant encore. Le jaune d'œuf. Mais ça devrait être dans la même chose que lors des malaises. Il va y avoir des scènes naturelles, puis tout ça, c'est sûr que ça se passera pas juste dans le pensionnat. Je vais tout le temps faire des sauts au présent, puis au passé aussi. Là. Parce que Mathias, on sait de pourquoi qu'il devient alcoolique dans le roman. Bon. Puis on sait qu'il est alcoolique. Puis dans le prochain roman, je vais développer pourquoi il est devenu alcoolique. Parce que c'est quand même quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, là. Non, c'est ça, ça passe d'une blessure. Ça passe d'une blessure un peu originelle chez lui aussi. Carole, moi j'ai une question un peu croustillante, appelons-la comme ça. Là. Tu sais, moi je suis professeure de littérature au collégial et comme prof, on a besoin de savoir où est-ce que ça rentre une œuvre. Alors, parce qu'on parle d'histoire littéraire, etc. Pour l'information, je suis un peu contre cette idée de rentrer à tout prix une œuvre dans un courant, mais bon. Moi, j'intègre beaucoup des œuvres des premiers peuples dans mon corpus, parfois même au détriment de classiques, on va dire, classiques plus québécois. Toi, tu te situes où par rapport à tout ça? C'est-à-dire cette question de... Là évidemment, ton œuvre, on l'inscrit dans le corpus, si tu veux, littérature Innu. Si on veut être plus spécifique, il y en a qui vont parler de littérature des premiers peuples, il y en a qui vont utiliser un terme plus général comme littérature autochtone. Mais toi, tu te situes où par rapport à tout ça? Comment tu veux qu'on étudie ton œuvre, en fait? Parce que moi, je peux pas arriver avec un peu les référents d'analyse classique, on va dire, égocentrique, et dire, ben là, je vais analyser l'ordre des malaises, parce que là, je perds toutes les nuances de ton œuvre si je fais ça. Tu rentres dans une librairie, là, tu voudrais l'avoir dans quelle section? Ah, dans la littérature autochtone. Oui, je veux vraiment l'avoir dans la littérature autochtone. Littérature des premiers peuples, c'est sûr que la littérature francophone aussi, là, c'est évident. Mais sinon, mon livre, il peut être... un peu partout, peut-être dans une librairie, si on peut dire, parce qu'il parle de plusieurs choses. Il peut parler d'assimilation, il peut parler de ségrégation, de sédentarisation, peut parler du Nudimut, puis tout ça, mais... En gros, je pense que c'est vraiment dans la littérature autochtone. Puis c'est drôle, hein, parce que moi, je m'étais toujours empêchée, jusqu'à la publication de mon roman, je me suis empêchée de lire des romans Innu ou autochtones. Tu m'as dit que tu voulais pas que ça teinte ton regard. Oui, c'est ça. Je voulais pas que ça teinte mon regard, parce que je sais que je m'en suis rendu compte une fois que le roman a été publié, puis que là, finalement, j'ai pu commencer à lire la vingtaine de romans autochtones que j'ai à la maison. J'en ai lu quelques-uns, puis on parle tous de la même chose. Oui. On parle tous de la même chose. Puis le roman d'Anne Dumont, qui est « On pleure pas au bingo », qui a été traduit par Daniel Grenier, très bien traduit d'ailleurs. Puis sur la 4e de couverture, ça dit « Au-delà des préjugés, de bingo, de chiens qui se promènent dans la réserve », puis toutes ces choses-là. Puis là, il continue à faire le synopsis du roman. Puis moi, le lendemain, j'appelle mon éditeur. J'ai dit « Rodney, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? » J'ai dit « Je fais juste parler des préjugés qu'il y a dans les communautés. » Il dit « Mais non. » Il dit « C'est pas des préjugés. » Puis je me rends compte qu'au bout du compte, c'est ce que je raconte, ce que j'ai vu. Je peux pas inventer des choses non plus, là. Puis, tu sais, c'est sûr, je peux inventer des choses parce qu'il y a des choses qui ont été inventées là-dedans, mais je veux dire que c'est vraiment comme Mélissa Marlin-Dupuis.
Oui, elle avait aimé le roman, Mhm. comme tout ce que tu as lu tout à l'heure, Oui, là. Puis il y a des gens qui sont venus me voir aussi, des Inuits, puis ils me disaient qu'ils avaient pleuré en oui, lisant le roman ou que ça les avait ramenés loin dans les souvenirs. On dirait que j'ai ravivé quelque chose chez certains individus, certains lecteurs, pour démontrer la beauté de notre culture, puis tout ça. Moi, je prétends pas avoir vécu toute ma culture. Moi, j'allais en forêt avec mes grands-parents. On allait au Bleuet, puis mon grand-père, chez eux, le congélateur était tout le temps plein de viande de bois, oui. puis des fois, c'était pas très ragoûtant ce qu'il y avait dans son assiette. Une fois, je suis arrivée à l'heure du dîner, puis il s'était fait à manger, puis dans son assiette, il y avait une queue de castor, une vraie queue de Genre, castor, paf. avec 2 pattes là, de Ah castor, oui, les 2 OK. petites pattes d'en avant, là. Ah, là, on n'est pas dans les pâtisseries de la ronde, là, Non, 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 non. non, non, c'est vraiment la vraie queue de castor, Ouais. puis qu'il mangeait ça un peu comme une langue de bœuf, là. Mais je me souviens de mon grand-père qui était assis puis qui mangeait ça, puis ça m'avait vraiment fait quelque chose. Ou même, une fois, on était seuls à la maison, puis je l'entends, gémir dans son sommeil. Il faisait sa sieste de l'après-midi. Puis il s'est mis à gémir, puis je savais que c'était un cauchemar qu'il Mhm. faisait, fait que je suis allée le réveiller doucement. Puis je lui ai demandé, j'ai dit: «À quoi tu rêvais?» Puis il me dit: «Je rêvais à Tsen». Ah, Puis Tsen, c'est un géant oui. cannibale Mhm. dans notre culture. Puis il disait que Tsen courait après lui. Oui. Puis il avait quand même 73 ans dans ce temps-là, 74 ans. Moi, j'en avais 16, 15, 16 ans, puis ça a fessé dans le dash. Je me suis dit: «Hey, on lui, il vient d'ailleurs, là». Ouais. Tu sais? Lui, il mange sa queue de castor avec ses pattes de castor, puis moi, j'arrive avec mon McDo, je mets ça à côté, c'est plus la même affaire. Il y a comme Il quelque y a comme une chose de... espèce de un fossé, presque. Ouais, un fossé. Puis ça m'a bouleversée par la beauté de ce qu'il avait vécu, puis qu'il avait encore peur de ce géant cannibale-là, assez pour en faire des cauchemars. À son âge. À son âge, ça veut dire que lui, il a vécu avec cette mythologie-là depuis sa tendre enfance, puis tout ça. C'est Donc, ça. fait que pour en revenir à où est-ce que je verrais mon livre, c'est vraiment dans la littérature autochtone. Si des gens veulent avoir un petit survol de scènes poétiques tout en beauté, ben je les invite à lire L'Or des Mélèzes, qui est vraiment aussi beaucoup sur la rivière Pessamit. Donc ça, c'est la rivière que mes ancêtres prenaient pour se rendre en territoire là, depuis des temps immémoriaux peut-être. Oui. Ça vient me chercher ce que tu dis parce qu'il y a toute une question de réception. C'est-à-dire que moi, je me sens très, très choyée de connaître Pessamit. Tu sais, ma meilleure amie, elle vient de Pessamit. Fait que Pessamit, j'y vais assez souvent. Donc, quand il y avait des scènes que tu ancrais dans la communauté, je les voyais. On était dans la description et je voyais les chiens, je voyais les rues que tu nommais, la rue Achini. Là, j'imaginais tout ce décor-là. Puis je trouvais ça merveilleux parce que ça venait me chercher d'une autre façon. Je me sens très, très, vraiment très avantagée dans cette lecture-là que j'ai de ton œuvre. La question de la réception, tu l'as mentionné un peu tantôt. Les gens de la communauté venaient te voir. Est-ce que tu sens que c'est différent pour ces personnes-là? Oui, ben peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'écrive un roman. Pourquoi? Non, mais blague à part, la perception, c'est que je pense qu'ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Oui. On me l'a dit, ça. On est fiers de toi, Carole, que tu parles de nous, puis que tu fasses connaître la communauté, puis tout ça. J'ai tout le temps eu support, puis ouais, je suis vraiment
j'imagine que c'est comme un cadeau aussi que j'ai fait à ma communauté. Mhm. Un peu comme Joséphine Bacon puis Natacha Canapé. Ouais. Avec Alexis ici, on est quand même 4 auteurs. Il y a aussi Raphaël Picard, que lui, il a écrit 2 grosses briques sur Nous du mythe, mais Ouais. lui, il est en auto-édition. Mhm. Donc, j'ai pas encore lu ses romans. Puis, le roman que j'ai lu alors que j'étais à la Maison de la littérature, c'est celui de Léanne Simpson. Oui. Son nom, c'est Léanne Beta Samo Sake Simpson. Mhm. Puis, c'était No Puming. Ah oui, je ne l'ai pas encore lu. Puis, quand que j'ai ouvert ce roman-là, juste le visuel, j'ai dit à mon éditeur, c'est comme ça que je veux que mon roman soit. Ouais. Puis, j'avais commencé. Puis, mon éditeur m'a dit, non, peut-être on va organiser ça autrement. Là. OK. Mais dans la deuxième version, pas la deuxième version, dans le deuxième roman, là, je vais vraiment laisser libre cours à mon imagination de la manière que je souhaite que mon roman soit lu. Même si c'est un mot par page, le mot, il va être là. Oui, voilà. T'sais. Fait que on apprend beaucoup. Puis en ayant publié ce premier roman-là, la réception est vraiment belle. Je suis vraiment reconnaissante. Puis j'ose... ça me donne vraiment comme la confiance d'y aller vraiment avec ma création, ma création artistique, de quelle manière je vois mon second roman, puis tout ça. Puis peut-être un recueil de poésie aussi que j'aimerais écrire éventuellement. Oui. Ouais, avec un conte pour enfants aussi. Oui, Donc, que des plans, plans oui, pendant j'ai des plans. Il me faut du temps. Oui, voilà. Il me faut du temps pour écrire. C'est ça parce que tu l'as dit plus tôt, ça t'a pris des années écrire lors des malaises. Mais là, comme tu le mentionnes, une fois on dirait que c'est parti, tu gagnes en confiance aussi. Je reviens à l'idée que, tu sais, moi, ça fait plusieurs fois que je m'entretiens avec toi dans différents contextes, notamment une fois au cégep de Bécomo, tu sais, je t'avais reçu dans mon... Et ce n'était pas encore publié, ou ça allait être publié bientôt. Et moi, je t'ai dit, Carole, tu vas faire le salon des livres et tu vas gagner des prix. Et tu m'as dit, non, je te crois pas. J'aurais dû t'enregistrer à ce moment-là parce que là, je pourrais dire, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Telle journée en 2000, je sais plus trop quoi, 2021, je pense que je t'avais dit ça. Je pense que oui. Mais c'est ça. Mais là, vois-tu, Carole, je pense qu'on arrive un peu à la fin de notre balado, mais est-ce que tu as des recommandations à nous faire? Ton incontournable du moment, tes incontournables ou autres? Je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais partager avec... Ben, l'incontournable du moment, je tiens entre mes mains le recueil de poésie d'Alexis Volant. Oui. Puis, je l'ai lu en diagonale. Puis j'ai l'impression qu'il va m'amener très, très loin avec sa poésie, puis tout ça. Il va me ramener... j'ai l'impression que chaque page va être comme un soupir. J'ai vraiment très hâte de le lire. Avec moi, j'ai aussi amené Virginia Pescema-Peo Bordelot, L'enfant hiver, que j'ai un peu peur de commencer parce que ça parle de deuil, puis tout ça. Puis je sais que je ne suis pas prête à le lire encore. Oui, c'est ça. Mais j'ai lu L'amant sur le lac, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Puis... je m'étais amené quelques livres pour faire la lecture durant mon séjour ici, puis j'ai presque pas eu le temps de faire la lecture. Je me couche le soir, je suis brûlée. Je sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai aussi amené Qu'as-tu fait de mon pays de Anne Anthony Capèche. Oui. C'est... En fait, des fois, on se met une pression de tout lire ou de... Des fois, c'est juste de laisser le temps aussi de s'imprégner de toute cette lecture-là. Ouais. Tu le mentionnais, juste se donner le temps. Se donner le temps pour bien apprécier l'œuvre, pour la recevoir comme il faudrait la recevoir, peut-être. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire j'ai des piles de livres que je vais lire un jour. Et de temps en temps, j'en prends une. Et je la découvre, je prends le temps de le faire et ça me fait tellement du bien plutôt que de subir cette pression-là de tout lire. Fait que je te comprends de prendre ton temps et de dormir le soir. J'ai même plus de place à la maison pour mettre mes livres.
Oui, Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma bibliothèque. Là. On a acheté une deuxième. J'ai dit à mon conjoint, je vais tout vendre ça, mais qu'on parte de cette île. Il dit, ben non, il dit, garde ça pour tes enfants. Il n'y en a pas une des 3 qui lit. Peut-être qu'éventuellement, ils vont faire la lecture. Oui, pour tes petits-enfants, peut-être. Ouais. Carole, est-ce que tu accepterais de terminer avec la lecture d'un chapitre de l'Ordre des Mélèzes que j'ai beaucoup... Je pense que j'ai juste dit ça du balado, que j'ai beaucoup aimé. Neka, maman, qui raconte un peu la naissance. Oui. Je pense que c'est une belle façon de... C'est beau, hein, j'avoue. Donc, c'est Nega, maman. Pour ma naissance, Nega a préparé un lit de sapinage. Elle avait cassé les branches du plus tendre verre et, malgré nos douloureuses contractions, avait pris grand soin de les disposer de façon qu'elles soient les plus soyeuses possibles. Voilà comment doit naître tout enfant, par un premier contact avec la terre, la mère de toutes les mères, me répéta-t-elle sa vie durant. C'est sur les berges sablonneuses d'Upesamiu-Chibou que ma mère, dans une dernière poussée créatrice, en souvenir d'une nuit d'amour, m'a donné naissance. Alors qu'au loin, on entendait les croassements solitaires d'un corbeau, le babillage des mésanges, et que tout près clapotait l'immortelle vague de la rivière, j'ai poussé mon cri d'enfant nouveau-né à l'instant où le soleil quitte son aurore. Ainsi, suis-je né, moi, Pihimus, 4e enfant de mes parents et sœur unique de mes 3 frères. Carole, merci beaucoup. C'est vraiment encore un réel plaisir de m'entretenir avec toi à chaque fois. Chaque fois, je le répète. Je répète toujours les mêmes choses, en fait. Que j'aime ton œuvre, que je t'aime toi, que j'aime ce que tu fais, que j'ai hâte de voir ce que tu vas faire encore et encore. Merci beaucoup, Naï. T'as tout le temps été là depuis le début, puis j'apprécie beaucoup ta reconnaissance que tu m'offres parce que tu fais aussi partie des gens, les premiers qui m'ont supporté, puis qui m'ont dit de continuer, puis tout ça. Puis tu fais aussi partie de mon petit succès, comme on dit. J'aurais dû enregistrer. Carole, dans 2 ans, tu vas être au Salon du Livre. J'aurais dû le faire. Mais encore merci, Carole. Ça m'a fait plaisir. Tsinouche Komoden Naï. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Carole Labarre, animé par Yang Netiam. Un entretien réalisé en collaboration avec le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, le GRÉNOC, la revue Littoral, le Cégep de Sept-Îles et la Puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres auteurs et autrices, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée et sur le site du CRILC sous l'onglet Médiathèque.